Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver ce vendredi 30 décembre pour cette dernière édition de l'année 2022. On le rappelle de ce programme, savoir votre matinale informative For You matin. Alors ce matin, effectivement, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et du Mali. Nous reviendrons dans les moments de nos échanges ou encore sur les thématiques choisies ce vendredi sur ce procès, le procès des 46 soldats de nationalité ivoirienne qui sont donc jugés depuis hier du côté de Bamako au Mali. Alors, pourquoi Bamako insiste à juger ces 46 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires malgré la médiation menée par le Togo, malgré les injonctions de la CEDEAO qui a brandi la menace de nouvelles sanctions sur le Mali si le pays dirigé aujourd'hui par le colonel Assimi Goïta ne venait pas à libérer ces 46 soldats. Pourquoi Bamako insiste à juger ces derniers malgré la médiation entamée également ou encore les négociations menée par la Côte d'Ivoire. Alors voilà donc la question centrale qui nous intéresse ce matin dans le cadre de ces échanges. On reviendra donc sur cette actualité brûlante qui fait beaucoup parler depuis quelques mois déjà. Alors pour rappel, le procès a bel et bien eu lieu hier, mais à huis clos. Les journalistes n'avaient pas accès à la salle des audiences. Alors ce matin, l'expertise en ce qui concerne les analyses et les commentaires de cette thématique se feront avec la participation de Pierre Claver-Kodo. Il est journaliste, il est déjà des nôtres, le temps de le présenter. Après, il sera également accompagné sur ce plateau par Albert Anatole Aïssi, tous deux des hommes de médias. Alors, avant donc de les accueillir sur ce plateau, permettez-nous avec le concours de la réalisation de suivre avec vous cette tranche d'information. Dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, le 13 août 2022, le président Faustin-Archange Touadéra avait réaffirmé sa volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Cette fois, c'est chose faite, car le peuple a parlé. Le peuple s'est surtout prononcé par le biais de ses élus à l'Assemblée nationale. La loi de procédure du référendum a été votée à l'unanimité. Une véritable désillusion. Un chaos technique pour l'opposition effritée lors des débats qui, faute d'arguments, n'a eu d'autre choix que de reconnaître la légalité de la procédure. En votant, par ailleurs, à l'unanimité, la loi de procédure du référendum, les élus envoient un message fort à cette opposition qui estime que la priorité des dirigeants du pays devrait être le quotidien difficile de la population, comme si le président d'une république peut améliorer les conditions de vie du peuple avant de procéder à la révision d'une constitution qui ne reflète en rien le desiderata du peuple en question. Tous les voyants sont donc désormais au vert, le chemin balisé vers une nouvelle constitution, le corpus juridique n'étant par ailleurs pas immuable. L'adoption de la nouvelle constitution en République centrafricaine devient donc une réalité qui devrait s'adapter aux révolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant sur le plan national qu'international. Ils sont plus d'une centaine de soldats prêts à être dépêchés du côté de la République démocratique du Congo pour rejoindre une force régionale luttant contre une offensive rebelle, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Ils partiront pour la RDC dès que possible, a déclaré le général de division Lolo Rouaï Koanga lors d'une cérémonie dans la capitale Juba, précisant que ces hommes s'entraînaient depuis plus de 6 mois pour cette mission. Le président Salva Kiir, de son côté, a demandé aux militaires de maintenir l'ordre. Maintenant, vous êtes une force organisée et vous allez maintenir la paix, même si vous ne portez pas de casque bleu. Le casque que vous portez va se transformer en bleu. Et il va changer en fonction de votre performance. Lors de votre prochaine mission, votre casque sera bleu. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre,
ont conquis de vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière au Rwanda, entraînant ainsi une brutale remontée de tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23 et de combattre à ses côtés. Les relations entre les deux voisins sont un peu plus exécrables. Le Rwanda dément ces accusations. Depuis que nous sommes indépendants, c'est la première mission à laquelle nous participons afin d'apporter la paix dans la région et dans le monde entier. C'est très important car nous avons des casques bleus ici. Maintenant, nous aussi, nous allons apporter la stabilité au Congo et à toutes nos frontières. Notons que parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, a été décidée sous l'égide du Kenya, la mise en place d'une force régionale. Elle doit à terme comprendre les militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu. Le procès de Grand Bassam en Côte d'Ivoire livre son verdict et c'est la peine maximale suggérée par le procureur de la République, Richard Adou, qui est finalement appliquée. Les 4 accusés, Hantao Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kounta Mohamed Sissé et Hassan Bari, tous présents à l'audience le 28 décembre, écopent de la peine à perpétuité pour leur implication dans l'attaque de mars 2016 qui avait coûté la vie à 19 personnes. D'autres accusés, 600 absents du procès, écopent eux aussi de la perpétuité par contumace. À la partie civile, qui attendait depuis près de 7 ans l'issue de ce procès, il a été accordé des compensations financières pour les familles des victimes notamment, mais aussi pour ceux dont les activités économiques ont pâti de cette attaque. 18 accusés au départ, dont 6 déserteurs en fuite. La fin du procès de Grand Bassam laisse un goût d'inachevé à la défense de la partie civile, qui qualifie les condamnés de petites mains de la logistique, tout en déplorant l'absence des cerveaux commanditaires qui ont réussi à passer entre les mailles du filet de la justice ivoirienne. Pékin a annoncé lundi 26 décembre la fin de restrictions aux frontières chinoises. Une décision qui veut dire la fin de la politique du zéro Covid. Cette nouvelle réjouit de nombreux commerçants africains dont les activités avaient pris un coup. Ces derniers étaient dans l'obligation de faire des commandes à distance. Désormais, ils pourront de nouveau se rendre sur place pour suivre de près leurs commandes. La réouverture prochaine des frontières chinoises a déclenché un bond de réservation de vols vers l'étranger. Si cette réouverture annoncée est source d'enthousiasme chez de nombreux commerçants africains, elle suscite cependant de la prudence chez ceux qui préfèrent se réserver un temps d'observation avant de reprendre le chemin de la Chine. À cause de la pandémie à Covid-19, la Chine avait imposé pendant 4 ans une quarantaine à ceux désireux de fouler le sol chinois. De nombreux étudiants africains saluent également cette fin de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine. Ce 27 décembre 2023, le numéro 1 de la Russie a signé un décret en vertu duquel la Russie s'apprête à interdire du 1er février jusqu'au 1er juillet 2023 la vente de pétrole aux pays qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe fixé début décembre par l'Union européenne, le G7 et l'Australie à $60 par baril. Elle est ainsi introduite en relation avec les actions hostiles et contraires au droit international de la part des États-Unis et des pays étrangers et organisations internationales qui les ont rejoints, et afin de protéger les intérêts nationaux de la Fédération de Russie, toujours selon l'agence de presse russe. Le 6 décembre dernier, Moscou avait réagi à la mise en place du plafonnement du prix du pétrole russe, présenté par les Occidentaux comme une arme significative dans l'arsenal des sanctions anti-russes. Je ne doute pas que notre production trouvera des acheteurs, avait ainsi déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï à la presse, alors même que la réorientation des exportations russes vers d'autres clients avait déjà débuté, en particulier en direction de la Chine. Quelques jours plus tôt, la présidente ukrainienne s'était félicitée de la mise en place du plafonnement, estimant
qui la permettait de réduire l'économie russe. Nous atteignons toujours notre objectif et l'économie de la Russie sera détruite et elle paiera et sera responsable de tous ces crimes, avait en effet déclaré le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, ajoutant qu'il aurait toutefois fallu abaisser le prix plafond à 30 $ pour réduire l'économie russe encore plus rapidement. Deuxième exportateur mondial de brut, la Russie pourrait réduire de 500 à 700 000 barils par jour sa production au début de l'année prochaine, en réponse bien sûr au plafonnement des prix de son pétrole. La cabale judiciaire pour malversation et corruption contre Isabel dos Santos monte d'un cran. La justice angolaise ordonne la saisie des comptes bancaires et des parts dans plusieurs compagnies de la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les avoirs issus d'entreprises basées à l'étranger, mais aussi en Afrique, comme au Mozambique, au Cap-Vert et à Sao Tomé et Principe, sont estimés à 1 milliard de $ américains. Sur invocation d'une convention anticorruption et selon une ordonnance datée du 19 décembre, signée et rendue publique par le juge Daniel Modesto Reraldes, la chambre pénale de la Cour suprême d'Angola a ordonné le gel de tous les soldes de comptes bancaires à vue, détenus ou détenus conjointement par la femme d'affaires. La Cour suprême angolaise s'est prononcée en faveur de la demande du ministère public et ordonné la saisie préventive de plusieurs actifs, dont 70% des parts de la société de télécommunications mozambicaine M-Star, de 100% des parts de Unitel T+, au Cap-Vert, et de Unitel STP à Sao Tomé et Principe, où Isabel dos Santos est la bénéficiaire effective. D'autres sociétés comme Embalvidro, Unitel International Holding sont également visées par l'ordonnance du tribunal pour un gel de 100% des actions. La justice angolaise précise que dans d'autres procédures pénales, des dommages d'un montant d'1,136 milliard de $ seront demandés aux prévenus correspondant à la valeur des sommes illégalement appropriées par ces derniers. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez votre matinale informative Foyou Matin sur votre chaîne d'information panafricaine Foyou Média Africa. Après cette tranche d'information, on va passer à une autre, à savoir la revue de presse avec la présentation de Ngueni. Bonjour à vous Assamzili, bonjour à vos invités bien sûr, bonjour à vous fidèles téléspectateurs de Foyou Média Africa, auditeurs pour vous qui nous prenez un relais sur la 96.3, fidèles également, internautes pour vous qui nous suivez bien sûr via nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas, Foyou Média Africa, notamment Facebook ou encore YouTube. La revue de presse de ce matin, elle est pratiquement consacrée, on va le dire comme ça, à la fin d'année pour certains journaux parus en kiosque ce matin. C'est le moment de faire le bilan, mais c'est surtout le moment de prononcer les discours de fin d'année concernant bien sûr les différents chefs d'État. C'est d'ailleurs le cas du côté du Cameroun où le président Paul Biya prononcera donc un discours de fin d'année pour revenir sur le bilan de l'année 2022. C'est la une ce matin du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et oui, message à la nation, le président de la République Paul Biya parle donc demain. Selon nos confrères ce matin pour son traditionnel discours de fin d'année, le président de la République a rendez-vous demain samedi avec ses compatriotes pour dresser le bilan de l'année qui s'achève et fait des projections sur 2023. Une information bien sûr à retrouver en page 2 ce matin de Cameroun Tribune. Le quotidien Réalité Plus nous parle bien sûr du remaniement ministériel. Enfin, le nouveau gouvernement est prêt, il a fallu du temps. On reste ministre, 65% de ministres de 4 janvier 2019. Quelques grands notables maintenus, quelques doyens vont se reposer entre d'ailleurs des figures rares. Comité central du RDPC réactualisé. Et oui, le nouveau gouvernement est prêt.
selon bien sûr le quotidien Réalité Plus, pareil également en kiosque ce matin du côté du Cameroun. Le quotidien Le Jour nous parle de la musique camerounaise quand les jeunes artistes camerounais retournent aux sources. Portrait, analyse, le dossier de la rédaction est ouvert ce matin en page 4. Et puis, en pied 1, l'information ne vous a pas échappé. En sport, le roi Pelé est mort. Oui, le plus grand footballeur au monde. Celui qui était considéré comme l'un des meilleurs, ou du moins qui reste, puisque les légendes ne meurent pas. Le roi Pelé est donc mort. L'hommage est rendu ce matin dans le quotidien Le Jour. La même information est relayée du côté du Gabon avec le site d'information Gabon Actu qui nous parle de nécrologie, mais surtout qui fait ce parallèle avec la politique. Mort du roi Pelé, je garderai à jamais en mémoire les moments passés ensemble. Les propos sont bien sûr du président gabonais Ali Bongo qui a invité le roi Pelé, rapporte ce matin le site d'information, au Gabon lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Ce dernier donc a affirmé dans un message de condoléances qu'il gardera à jamais en mémoire les moments passés ensemble avec le génie brésilien du football décédé hier jeudi à l'âge de 82 ans. Toujours du côté du Gabon, on reste bien sûr avec nos confrères du site d'information Gabon Actu ce matin. Le nouveau secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais se met déjà en ordre pour préparer la réélection d'Ali Bongo. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, en abrégé PDG, Steve Diko, a présidé hier jeudi au siège du parti ici à lui, dans le premier arrondissement de Libreville, une réunion du nouveau secrétariat exécutif durant laquelle il a instruit fermement l'ensemble de ses camarades membres de se mettre d'ores et déjà en ordre de bataille pour préparer dans l'unité dans la réélection d'Ali Bongo Ondimba, patron d'ailleurs du parti. Du côté du Tchad, le site d'information Tchad Info ce matin nous parle du coût élevé du dollar, actuellement donc le principal risque pour les économies africaines. Pour certains experts, les perturbations actuelles au sein des économies africaines sont, au-delà des questions de gouvernance, le reflet d'incapacité des États-Unis à assumer leurs responsabilités face aux conséquences des dynamiques autour de sa monnaie, notamment le dollar. Toujours avec le site d'information Tchad Info ce matin, on parle surtout des conseillers nationaux qui ont adopté à l'unanimité la loi de finances 2023. Un petit aperçu bien sûr sur la photo qui paraît sur votre petit écran. 135 personnes ont voté pour. Il y a eu 0 abstention contre, 1 voix contre. Voilà donc l'illustration de cette loi de finances qui passe donc comme une lettre à la poste, votée à l'unanimité ou du moins adoptée d'ailleurs pour ce qui est de cette loi de finances 2023. Du côté de la République démocratique du Congo, nos confrères du site d'information Radio Okapi ce matin nous parlent de ces combats qui ont été signalés entre les rebelles du mouvement du 23 mars et les milices locales, notamment dans la localité de Moudougou. Selon nos confrères ce matin, des combats ont donc été signalés cette semaine dans cette localité entre les milices du M23, entre les rebelles du M23 et les milices locales de cette localité, selon d'ailleurs la société civile et bien sûr de certaines organisations sur place, notamment dans cette province. Il y a eu, on va le dire comme ça, 2 groupes armés qui se sont affrontés jusqu'au soir, bien sûr, du jeudi 29 décembre 2022. Les combats donc qui refont surface dans cette localité. Une information relayée ce matin par le site d'information Radio Okapi. Le potentiel, le site d'information congolais nous parle de la visite du pape François du côté de la République démocratique du Congo. Sama Lukende et l'équipe chargée de l'organisation prennent donc les dernières dispositions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukende a donc réuni autour de lui, c'était le 29 décembre 2022, à la primature, les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu le 31 janvier, du 31 janvier au 2 février 2023. Il était surtout question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite.
En République centrafricaine, le journal de Bangui ce matin nous parle de ce pas de plus vers la modification de la Constitution. Le 28 décembre dernier, le Parlement a adopté à l'unanimité une nouvelle loi sur les procédures référendaires dans le cadre du code électoral en vigueur. C'est donc sous proposition du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bruno Yapandé, que l'Assemblée nationale de la République centrafricaine a adopté le nouveau texte juridique qui encadre les procédures de référendum. Plusieurs réformes ont ainsi été apportées dans cette présente loi. Il y a notamment les articles 7 et 16 dont le premier demande à chaque parti politique de verser une caution d'1 million de francs CFA. Le texte d'ailleurs a été adopté à l'unanimité. Il s'agit donc, selon nos confrères du site d'information, le journal de Bangui, d'un pas de plus vers la modification de la Constitution qui reste jusqu'ici une volonté absolue du peuple centrafricain. Le potentiel centrafricain de son côté nous parle de la modernisation du secteur hydroélectrique en Centrafrique. Brillant bilan du ministre Arthur Bertrand Perry au ministère de l'énergie et de l'hydraulique, partie intégrante du programme politique du président de la République Faustin Archange Touadéra, au même titre que les réformes dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, les conditions d'accès à l'eau potable. La modernisation du secteur hydroélectrique est une nécessité capitale et occupe d'ailleurs une place centrale dans le programme de la renaissance de la République centrafricaine. Les bons points donc de cette fin d'année sont à mettre à l'actif, bien sûr, du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Du côté de la Côte d'Ivoire, le quotidien L'Avenir en kiosque ce matin nous parle des progrès économiques et sociaux. Influence diplomatique, Alassane Ouattara, ce président est immense. Après Houphouët-Boigny, Ado a donc placé la barre très haut. Oui, effectivement, le bilan de l'année 2022 est dressé ce matin dans les colonnes du quotidien L'Avenir, paru en kiosque du côté d'Abidjan, avec bien sûr en grande une ce large sourire du président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ce président est immense, selon bien sûr nos confrères de ce côté. Le quotidien Le Jour de son côté revient bien sûr sur le port Bouette-Port, la promenade de bord de mer, 6,7 milliards de francs CFA perdus dans les broussailles. Selon bien sûr nos confrères ce matin, le site est devenu pratiquement un WC public et un haut lieu de prostitution. Des suspicions de détournement naissent chez les populations. Un lieu qui aujourd'hui clairement ne fait plus attirer, ou du moins n'attire plus bon monde. Les détails sont contenus notamment ce matin dans le quotidien Le Jour, paru en kiosque ce matin. Le quotidien Le Patriote nous parle de l'arrêté au Mali depuis le 10 juillet 2022 des soldats ivoiriens. Ces derniers sont donc en route, affirme ce matin le quotidien Le Patriote. La justice malienne reconnaît enfin qu'ils sont tous des Ivoiriens. Une information beauté en touche ce matin du côté du Mali par le site d'information MaliWeb qui nous dit clairement qu'ils ne peuvent pas être en route pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont pas encore libres. La une donc du site d'information MaliWeb. Selon nos confrères d'ailleurs de ce côté, aucun verdict n'a donc été prononcé hier jeudi. La séance spéciale à la cour d'appel de Bamako suspendue. Elle reprendra d'ailleurs ce vendredi. Ils ne peuvent donc pas être en route pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas encore été libérés par la justice malienne. Toujours du côté du Mali, l'hommage au roi Pelé. Il est donc mort. Le roi est mort. Du coup, le football a perdu son roi. Selon nos confrères ce matin, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento Di Pelé est décédé le 29 décembre 2022 à Sao Paulo à l'âge de 82 ans. Icône absolue du football mondial, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire, le roi laisse derrière lui le souvenir d'une incroyable carrière marquée par plusieurs records qui détiennent toujours l'actualité. On parle notamment de ce record. Pelé reste pour l'heure, même après son départ, le seul et l'unique footballeur à avoir remporté 3 éditions de Coupe du Monde de football.
Wakatsira titre également sur la même information, c'est-à-dire en sport. Roi Pelé, éternel, est ton surnom. La une du site d'information Wakatsira ce matin. Le roi Pelé est mort hier soir alors que le dernier rebond du ballon rond venait de mettre fin à la Coupe du Monde du côté du Qatar. Le roi du football pousse donc son dernier soupir en ces derniers jours de l'année 2022. Oui, le roi Pelé s'est éteint à 82 ans après avoir donné 3 Coupes du Monde de football au Brésil, le pays où le football est une véritable religion. Edson Arantes do Nascimento perd son ultime combat contre cet impitoyable cancer du côlon qui lui a été diagnostiqué en 2021 et lui a fait passer des fréquents séjours dans les hôpitaux. Pourtant, tout comme ses dribbles déroutants, il donnait le tournis au meilleur défenseur du monde. Le magicien du football a essayé de déstabiliser ce mal qui le rongeait et qui finalement a été plus fort que la légende du football. L'hommage est rendu ce matin par nos confrères burkinabés du site d'information Wakatsira. Du côté du site d'information Le Pays, toujours du côté du Burkina Faso, on parle de la crise sécuritaire au Burkina, en avant toute, en marche vers la victoire finale. Selon nos confrères d'ailleurs ce matin, encore quelques heures et quelque part dans les allées mornes et silencieuses du cimetière du temps sera donc dressé l'épitaphe de l'année 2022. À l'instar de ses dévanciers, l'an 2022 ira s'évanouir dans les épaisses et obscures brumes du néant. Il faut donc clairement le dire pour ce qui est de l'année qui s'annonce. Les défis sécuritaires seront une nouvelle fois à l'ordre du jour. Il faut donc repartir de fort belle manière du côté du Burkina Faso. On termine cette revue de presse ce matin du côté du Maghreb. Nous sommes en Algérie avec bien sûr les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France vers donc une visite du président Abdelmajid Tebboune en France. Ça sera en 2023. Depuis la fin de la crise diplomatique et la visite d'Emmanuel Macron, les relations entre l'Algérie et la France semblent devenir extrêmement fortes, voire exceptionnelles. Un constat qui vient donc d'être à nouveau confirmé par le président Abdelmajid Tebboune. Dans une interview d'ailleurs accordée aux médias français Le Figaro, le chef de l'État évoque la nouvelle page des relations entre Alger et Paris, mais il fait surtout savoir qu'il sera en visite en France en 2023. En effet, ce déplacement d'Abdelmajid Tebboune aura pour objectif de renforcer cette nouvelle diplomatie donc entre Alger et Paris. Les enjeux de ce déplacement du président Abdelmajid Tebboune sont contenus ce matin dans le site d'information algérien Algérie360.com, Algérie360.com qui titre également en économie ce matin: taux d'échange, marché noir et banque. Le dollar est donc en baisse ce 30 décembre 2022. Selon nos confrères ce matin, ce vendredi 30 décembre 2022, le cours de l'euro connaît une stagnation dans les cotations de la Banque d'Algérie. En effet, la monnaie européenne se change aujourd'hui contre 145,78 dinars algériens à l'achat et 145,86 dinars algériens à la vente. En ce qui concerne le marché parallèle, l'euro s'affiche ce vendredi à 217,10 dinars algériens à l'achat et 218,100 dinars à la vente. Voilà donc autant d'informations que vous retrouverez bien sûr ce matin dans plusieurs sites d'information, mais également dans les journaux en kiosque paru d'ailleurs de ce côté. On parle notamment de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Du côté de la Côte d'Ivoire, on parle des bons plans à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara, les réformes sur le plan économique, le SMIC qui sera revu certainement à la hausse pour l'année 2023, les bons plans du président Alassane Ouattara, largement relayés ce matin dans le quotidien L'Avenir, alors que du côté du Cameroun, le quotidien Cameroun Tribune nous parle de cette adresse à la nation dans 24 heures. Le président Paul Biya parlera donc à ses compatriotes. Il reviendra sur le bilan de l'année qui s'achève, c'est-à-dire 2022, et se projettera sur l'année à venir, 2023. L'information majeure à retenir ce matin est en sport, le départ, ou du moins le football, qui perd donc l'une de ses légendes, son roi. Le roi Pelé n'est plus.
Il n'est plus, oui, Arantes do Nascimento s'en est donc allé à l'âge de 82 ans et c'est le monde du football qui rend hommage à celui qui détient toujours ses records. On parle notamment de ses 3 Coupes du Monde remportées. Il est donc le seul joueur à avoir remporté 3 éditions de Coupe du Monde de football. Ces records qui restent bien sûr bien gardé dans les musées et surtout dans l'histoire du football. Le roi Pelé, c'est également une histoire en politique, notamment du côté du Gabon avec le président Ali Bongo Ondimba qui a également rendu hommage au roi Pelé, car en 2012, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, le roi Pelé s'était notamment rendu du côté de Libreville au Gabon et ce matin donc, via nos confrères du site d'information Gabon Actu, le président Ali Bongo rend hommage à cette figure emblématique du football qui s'en est donc allé. Bonne émission à vous, aux côtés bien sûr d'Assamzili et de ses invités. Merci à Bungene pour cette revue de presse. Alors, place à présent au moment d'échange. On le rappelait dans l'entame de ce programme, une seule et unique thématique nous intéresse ce vendredi, à savoir le procès des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le mois de juillet du côté de Bamako. Ce procès s'est donc ouvert hier à la cour d'assises de Bamako. Pour rappel, donc, ces 46 militaires ivoiriens sont soupçonnés d'être des mercenaires du côté du gouvernement de la transition malienne. Le 10 juillet d'ailleurs, ils avaient été arrêtés au Mali, puis inculpés, mi-août de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et voilà, donc aujourd'hui, malgré le fait qu'Abidjan assure que ces soldats soient en mission ou encore étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, en abrégé MINUSMA, et exige leur libération du côté de Bamako. Il n'en est rien du tout. Alors, puisqu'on parle effectivement du Mali, la justice malienne avait inculpé ces 46 soldats. Ils ont été inculpés par la justice malienne pour association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle. Ce sont donc là des accusations lourdes qui résument donc que ces 46 soldats se sont arrivés du côté de Bamako pour une mission visant donc à la déstabilisation de ce pays. Du moins ce que affirment les autorités maliennes. Alors, on annonçait dès l'entame de ce programme que l'expertise ou encore les analyses et les commentaires se feront avec l'expertise de 2 journalistes qui sont Albert Anatole Aïssi, qui est déjà des nôtres, et Pierre Claver-Nkodo. Bonjour à vous, Pierre Claver-Nkodo. Bonjour Michel, bonjour à mon copain Alice qui prendra soin de se présenter lui-même. Bonjour aux téléspectateurs et téléauditeurs de For You Média Africa. C'est toujours avec le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme. Alors la question centrale, pourquoi Bamako insiste à juger les 46 soldats ivoiriens malgré les injonctions de l'Union, de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui a d'ailleurs donné au pays d'Assimi Goïta un délai qui s'achève donc le 31 décembre afin que ces derniers puissent libérer ces 46 soldats. Malgré cela, Bamako insiste à juger ces 46 soldats. Pourquoi ? Malgré la médiation menée par le Togo, malgré les négociations encore entamées du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà la question qui nous intéresse, une question à laquelle également, fidèles téléspectateurs, vous pouvez apporter des éléments de réponse en nous contactant via les numéros qui apparaîtront sur votre écran de temps en temps. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur nos différentes plates d'information en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque matin. Alors, Albert Anatola ici est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour.
Bonjour Michel, je salue Pierre Clavin Kodo, l'un des doyens de la presse camerounaise. Je salue vos techniciens qui s'y déploient, qui se réveillent très tôt. Je salue l'auto-management, je salue vos millions de téléspectateurs et surtout vos auditeurs qui nous suivent enrôlés dans d'autres espaces, notamment sur, je crois, Facebook et YouTube, entre autres. Merci pour l'invitation. Merci également à vous de rester fidèle à nos programmes. Albert Anatola, ici, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, la thématique, on ne va pas la répéter, elle concerne le procès des 46 soldats ivoiriens, un procès qui a démarré hier du côté de la cour d'assises de Bamako. C'était un procès, on le rappelle, qui se déroule à huis clos, donc très peu d'informations ou encore pas du tout seront filtrées. Alors, nous, on s'intéresse effectivement à cette position de fermeté prise par Bamako depuis le mois de juillet, depuis que ces soldats ont débarqué en sol malien. Bamako veut savoir quel est vraiment le motif, voilà, pour lequel ces soldats ont atterri en terre malienne. Et pour cela, donc, ces derniers doivent passer à la barre pour justifier leur présence du côté de Bamako. Mais une chose est sûre, un Claver Kodo, puisque c'est par vous que je vais commencer. Lorsqu'on regarde les accusations, les inculpations, voilà, concernant ces 46 militaires, on se rend compte que ce sont, voilà, des accusations assez lourdes. Je vais le répéter. La justice malienne a inculpé ces 46 soldats pour association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle. Et là, c'est une version qui ne cohère pas avec celle avancée par les autorités abidjanaises qui elles soutiennent que ces soldats étaient en mission dans le cadre, voilà, des opérations de logistique de la MINUSMA, la mission onusienne déployée au Mali. Oui, Michel, ça c'est une histoire qui défait la chronique depuis peu et dans laquelle on est pratiquement engagé dans un bras de fer entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien à la suite justement de l'arrestation de ces mercenaires dans un aéroport malien. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs que quelques jours après cette arrestation, il y a comme une tentative de coup de force qui visait le président de la transition malienne, mais qui heureusement a été maîtrisé. Donc je pense que les deux événements ont un lien. Ces soldats, comme les appellent les autorités ivoiriennes, ne sont autre chose que des mercenaires. Aux dernières nouvelles, il y a 18 membres de la Légion étrangère qui font partie, officiellement, qui font partie de la Légion de ces 46 soldats. Et vous savez, qu'est-ce que les 18 membres de la Légion étrangère, et il y a également parmi ces gens, ceux qui ne parlent aucune langue de la Côte d'Ivoire. Ça signifie que c'est tout simplement une opération de barbouzerie montée par la France avec la complicité, montée par la France sur le dos des Nations Unies, parce que les Nations Unies n'ont pas reconnu. Mais pourtant, il a dit, Claver Kodo, selon une certaine presse, que ces 46 soldats sont tous ivoiriens. Non, ils ne sont pas tous ivoiriens. Aux dernières nouvelles, c'est pour ça que le procès, Ouattara a sollicité dans le mémorandum, a supplié le gouvernement malien que le projet se tienne à huis clos. C'est pour ça que ce procès se tienne à huis clos. Parce qu'il y a beaucoup de révélations qui auront lieu et la justice malienne est tenue à faire son travail au-delà du chantage, des menaces de la CEDEAO et d'autres pays et d'autres organisations. Parce qu'il s'agit quand même d'une question de souveraineté d'un pays qui est en pleine mutation, qui est en train de vouloir repartir sur de bonnes bases pour se projeter dans le futur. Alors, cette opération de la barbouzerie française ne visait simplement
qu'à mettre en difficulté l'actuel régime malien par la force et l'espièglerie. Et heureusement, les autorités maliennes et le peuple malien ont fait preuve de vigilance et ont pu bloquer ou alors mettre en mal cette initiative qui en est en réalité un acte de terrorisme international. Donc aujourd'hui, lors de la dernière, il y a quelques jours, il y a eu une séance de travail avec les autorités, entre les autorités maliennes, l'éditeur togolais, le médiateur togolais et les autorités ivoiriennes. À l'issue de ces séances de travail, il y a quand même eu la signature d'un mémorandum, mais ce qu'ils retiennent dans ce mémorandum, c'est que la partie ivoirienne a été informée de la volonté du Mali de passer ces mercenaires-là devant la cour, ils sont déjà inculpés, mais a supplié et obtenu que le procès se tienne à huis clos. Donc, aucune surprise donc que le procès se tienne à huis clos. Et ces militaires, ces mercenaires, ce ne sont pas des militaires, ce sont des mercenaires, ce sont des militaires de formation, parce que dedans, je me dis bien qu'on retrouve des membres de la Légion étrangère française. Et parmi eux également, il y a certains qui ne parlent aucune langue de la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que... sauf que si la Côte d'Ivoire veut nous faire croire que son armée est constituée de gens qui ne communiquent même pas avec leur hiérarchie militaire. Donc, il est établi, et ça, les autorités maliennes disposent de tous les éléments, que c'était effectivement une tentative de coup d'État, une tentative de coup de force pour porter atteinte à la sécurité de l'État malien. Je pense qu'à ce titre-là, il faudra laisser simplement la justice faire son travail au-delà de la pression de la CEDEAO et du chantage des autres organisations. Je crois que les autorités maliennes tiennent le bon bout et sont déterminés à faire la lumière sur cette affaire. Vous vous rappelez d'ailleurs que c'est toujours fort à la faveur de cette affaire que le Mali, durant l'Assemblée générale des Nations Unies, a demandé à la France de prendre l'initiative pour faire la lumière, pour ouvrir, pour la suite de la plainte déposée contre la France au Conseil de sécurité. La France jusqu'à aujourd'hui n'a jamais pris l'initiative parce que justement, il y a trop de saleté dans les relations entre la France et le Mali actuellement. Et la France sait que le Mali est conscient que le Mali, si jamais elle ouvre cette boîte de Pandore, il y aura un effet domino et l'on découvrira le véritable visage hideux de la France vis-à-vis non seulement du Mali, mais des pays africains. Alors, Albert Anatola, ici, vous avez suivi cette première intervention de Pierre Claver-Nkodo, qui lui, effectivement, pense que les autorités maliennes sont dans leur droit de vouloir connaître toute la vérité, car il y a des zones d'ombre lorsqu'on regarde déjà le régime même de ces soldats. Alors, il y a une semaine, une délégation officielle ivoirienne a débarqué en sol malien, a rencontré les autorités de la transition et il s'est dit à l'issue de cette rencontre que voilà, tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle. Je rappelle que le ministre ivoirien de la Défense, Témi Ibrahim, avait même fait savoir, assuré que l'affaire était en voie de résolution. Mais une semaine après, comment comprendre effectivement que ces 46 soldats se retrouvent devant la barre? Il faut déjà situer les événements dans le contexte avant de continuer l'analyse. Ces événements interviennent le 10 juillet 2002. Dans le contexte dans le triple contexte à la fois du processus de refondation et de sécurisation du territoire malien, dans le dernier contexte de crise diplomatique entre Paris et Bamako. Claver l'a relevé dans son propos, à savoir que régulièrement l'espace malien avait été violé par l'aviation militaire française, Barkhane, sans autorisation aucune. Et lorsque ces événements interviennent le 10 juillet dernier, il s'agit d'un contingent de 49 officiellement militaires ivoiriens qui sont déployés, c'est ce qui avait été dit à ce moment-là, qui était déployé du côté de Sénou. Nous sommes là du côté de Tombouctou, au nord du Mali.
c'était un contingent qui devait apporter son soutien logistique à une base logistique allemande, le NSE, National Security Element. Dans le contexte de ces événements, il a été relaté par les opinions publiques maliennes que dans l'aéronef qui transportait les 49 soldats initialement, il a été découvert du matériel militaire. Lorsqu'une fouille a été effectuée sur ces 49 soldats au départ, dans leur passeport, on retrouvait des professions bizarres. Vous en aviez des cuisiniers, des étudiants dans le passeport comme profession, vous en aviez des peintres, vous en avez des mécanos, entre autres. Ce qui a quand même suscité beaucoup de questionnements sur le temps que cet aéronef qui a atterri, n'est-ce pas, en territoire malien, n'a disposé ni d'autorisation, ne dispose pas d'autorisation, encore moins pour les militaires, il était détenteur de code de mission. En ce temps-là, les autorités ivoiriennes ont estimé que ce contingent faisait partie du contingent de la MINUSMA, donc agissant sur la bannière des casques bleus, qui sont déployés de ce côté-là. Quelques jours plus tard, je crois que c'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui déclare que c'est en 2009 que les autorités ivoiriennes avaient obtenu l'autorisation de déployer le contingent du côté du nord du Mali et que désormais en 2022 cette autorisation était devenue caduque. Et il reconnaît donc en ce moment-là des dysfonctionnements qui ont encadré cette mission-là, qui finalement est devenue une mission de clandestinité. D'où donc le déroulement de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le déroulement de ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'arrestation de 49 soldats écroués, je veux dire inculpés et puis écroués. Donc, quand j'ai mis ces événements dans leur contexte, je pense que c'est le 3 septembre 2022 que 3 soldats parmi les 49, c'est-à-dire parmi les 49, c'est-à-dire 3 femmes, sont libérées. Il s'agissait pour Bamako de montrer à la communauté internationale et surtout sur son voisin de Côte d'Ivoire qu'ils étaient de bonne foi, étaient disposés à négocier, à utiliser le canal diplomatique pour résoudre le problème. Mais comme vous le savez, Michel, dans nos enclos coloniaux, notamment nous qui avons vécu ou avons subi, n'est-ce pas, le diktat des Gaulois, on a pris exactement leur reflet, leurs habitudes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas respecter les autres. Ce qui a donc conduit au durcissement de ton des autorités maliennes. Il s'agit au départ d'une affaire qui pouvait se régler sur le canal diplomatique. Mais c'est à cause de l'arrogance des autorités ivoiriennes que cette affaire s'est bloquée et finalement ça s'est judiciarisé. C'est-à-dire que désormais, ces militaires, ces clandestins militaires, mercenaires, sont écroués au centre de gendarmerie du côté, n'est-ce pas, de Bamako. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que vient faire la CEDEAO dans une affaire qui concerne 2 États? Ce sont 2 États membres. C'est-à-dire 2 États membres, oui. La CEDEAO n'a pas sa place dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que il s'agit d'abord d'une affaire qui concerne 2 États. Je pense que le colonel Abdoulaye Maïga l'a sonné qu'il s'agit d'une affaire qui concerne 2 États. C'est une affaire judiciaire qui concerne la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais comme à leur habitude, avec Paris derrière, ils ont voulu utiliser le canal de la CEDEAO pour amplifier, je veux dire renforcer les sanctions et la pression contre les autorités de Bamako. Comme je peux le dire, comme pour dire quoi? Pour dire que cette affaire-là va se terminer là où elle aurait dû
commencer, c'est pas une négociation, mais sauf que la négociation va changer de visage. Ça dit quoi? Ça dit qu'au lieu qu'on se soit autour d'une table, on peut, dans le déroulement actuel de cette affaire, qui est désormais judiciarisé, il va falloir que le processus judiciaire arrive à son terme, que la sentence tombe, et éventuellement que les autorités maliennes, c'est-à-dire le président de la transition malienne, soit choisi la voie, n'est-ce pas, soit de l'amnistie, n'est-ce pas? Il peut choisir soit la voie de l'amnistie, soit la voie de la grâce présidentielle. C'est ça le problème. Okay. Et ça va entacher. Et lorsque, si ils sont condamnés, pour les faits que vous avez convoqués tout à l'heure, c'est donc à ce moment, parce que dans le contexte actuel, je ne vois pas l'autorité malienne en train d'interrompre un processus judiciaire déjà engagé. Donc, est-ce qu'on a besoin, la CEDEAO ou bien les autorités maliennes, les autorités ivoiriennes, on doit vous donner des injonctions à Bamako, qui a formulé des exigences pour la libération de ces 46 désormais soldats ivoiriens. Effectivement, c'est là une situation qui nous intéresse. On en parle avec vous, Claver Nkodo. Cette position de la CEDEAO qui est réunie en décembre, début décembre, effectivement, a traité ce dossier concernant les 46 soldats ivoiriens détenus par Bamako et qualifiés de mercenaires. Et une chose est sûre, Bamako a qualifié ces soldats de mercenaires après des interrogations, après avoir mené une enquête approfondie. Et ça, c'est le communiqué officiel voilà, des autorités maliennes, du gouvernement malien qui le souligne. Alors aujourd'hui, quelle place peut avoir l'injonction de la CEDEAO qui effectivement a donné aux autorités de la transition malienne jusqu'au 1er janvier pour libérer les soldats ivoiriens? N'a-t-on pas l'impression que la vérité que recherchent les autorités maliennes quant à l'origine réelle du déploiement de ces soldats en terre malienne n'intéresse pas la CEDEAO? En vérité, comme vous le dites, la CEDEAO s'intéresse à autre chose. La CEDEAO n'est pas une organisation... On a l'impression en fait qu'elle ne s'intéresse pas au fond du problème. Elle ne s'intéresse pas au fond du problème, mais elle cherche plutôt à procéder par l'intimidation, parce que aux ordres, vous savez très bien autant que moi, que la CEDEAO est à la sorte de l'Empire français. Quand vous voyez à la tête de la CEDEAO des gens comme Mbalo, vous voyez des membres influents comme Ouattara, comme Macky Sall, comme Bazoum. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de bon dans une organisation comme celle-là? Ils finissent même par la CEDEAO, c'est également des nations, voilà, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a vous vous rappelez la position de Nana Akufo-Addo aux États-Unis, c'est des corrompus. C'est des corrompus. Le Ghana est même en faillite. Le Ghana n'est plus capable d'honorer ses engagements en matière de remboursement sur le plan international. Donc c'est des pays en faillite qui sont obligés de faire la manche auprès des pays occidentaux ou alors auprès des institutions de Bretton Woods. Tout ça va ensemble. Donc la CEDEAO n'est pas une organisation souveraine. La CEDEAO, c'est une organisation aux ordres. On l'a vu lors de la chute de Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a vu le jeu de la CEDEAO. On a vu le jeu de la CEDEAO au Mali. Mais la CEDEAO est essentiellement le cheval de Troie de la prédation française en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas par quelle alchimie la France a pu imposer, s'y intégrer et influencer fondamentalement sa politique, mais c'est ça la réalité. Donc, les injonctions de la CEDEAO, je pense que les autorités maliennes font le choix des intérêts de leur pays et de leur peuple. La CEDEAO n'est pas un pays. Le CEDEAO, c'est qui a élu la CEDEAO? Elle est située où? Quel est son territoire? Qui est son président élu? Bon, vous comprenez donc que c'est des gens qui profitent des dispositions du droit international pour faire n'importe quoi et surtout le faire contre les intérêts des peuples africains. Et je pense que les autorités maliennes l'ont bien compris. L'injonction de libérer les soldats au plus tard le 1er janvier
J'espère que la CEDEAO va donc monter une force armée pour aller les libérer de force, pour aller prendre d'assaut le Mali. Alors lorsque vous dites que la CEDEAO est certainement aux ordres, elle obéit voilà, à une certaine pression aussi, et ça dit effectivement que le déploiement de ces 46 soldats pourrait avoir des ramifications même à l'extérieur du continent africain. Bien entendu, je vous ai dit, je vous ai révélé tout à l'heure que sur ces 46 soldats, il y a une partie qui ne parle aucune langue de la... Mais attendez, quand on dit que l'une partie de certains ne parlent ni français, ni une langue locale de la Côte d'Ivoire, ivoirienne. Il y en a qui ne parlent... Et maintenant, selon les enquêtes toujours, il y a 18 qui sont en réalité des légionnaires français. Alors, comment tu peux encore vous poser la question de savoir s'il n'y a pas... c'est établi. C'est la France qui a voulu mener un coup de force contre le régime malien. Malheureusement, ça a échoué. Alors, la France a usé de sa position dominante au sein de la MINUSMA et de l'Organisation des Nations Unies pour se servir de prétextes et pouvoir... l'Allemagne est complice de cette histoire. Effectivement, l'Allemagne est complice de cette histoire. Albert Anatola ici évoquait cette prise de position du porte-parole de l'ONU, qui d'ailleurs avait même été sommé de quitter le territoire malien, alors que les autorités maliennes disaient ne pas être au courant de la mission ou encore du déploiement de ces soldats en terre malien. Lui, il avait fait savoir que les autorités maliennes avaient été informées. Alors Albert Anatola, est-ce que outre les nations étrangères, il n'y a pas aussi un certain jeu flou joué par l'Organisation des Nations Unies qui, elle aussi, se retrouve au centre de ce problème? Tout à l'heure, je vous indiquais que la CEDEAO est en train de faire des pressions contre les autorités maliennes en boutant en touche les exigences qu'elles ont formulées. Parce que pour libérer ces 49 soldats au départ, le Mali avait formulé 3 exigences que Abidjan a trouvé inacceptables, que Abidjan a trouvé comme étant une moyen de chantage. Parmi ces exigences majeures, il y avait la chose la plus élémentaire qu'une personne humble peut faire, une lettre d'excuse qui a été demandée à Abidjan par rapport à la présence de ces mercenaires en territoire malien. Abidjan a trouvé cela inacceptable, une lettre d'excuse. Ça veut dire que nous nous situons dans la dynamique, dans l'attitude d'arrogance que j'ai évoquée. Mais en acceptant la deuxième exigence qui avait été formulée par les Albert Anatola, ici, avant qu'on évolue sur ces 3 exigences, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la première exigence que vous aviez mis en exergue, à savoir cette lettre d'excuse. Est-ce qu'effectivement, en acceptant de rédiger cette lettre d'excuse, Abidjan ne devait pas être dans une posture où elle accepte effectivement que la mission des 46 soldats était obscure? Je pense que c'est libre à chacun d'apprécier. Mais lorsque vous savez, dans un processus de négociation, c'est le rapport de force qui prévaut. Est-ce que dans le contexte de ces événements, où vous avez 49 concitoyens qui sont arrêtés pour activité, mission clandestine en territoire étranger, vous devez faire le pas de fer? Là, je ne veux pas de la rationalité, de la logique. Est-ce que Abidjan est en position de force pour jouer les arrogants, pour jouer les orgueilleux? Mais Abidjan soutient que c'est de manière officielle que ces soldats étaient là-bas en soutien à la mission logistique. Aujourd'hui, ils ont changé de posture. Pourquoi ils ont changé de posture aujourd'hui? Parce que justement, les autorités maliennes sont restées fermes. Aujourd'hui, Abidjan a carrément changé d'attitude. La condescendance, l'arrogance du départ, c'est un peu ça. Donc, c'était pas très compliqué pour quelqu'un qui milite pour la paix, la diplomatie, de demander, de répondre à certaines de ces exigences. La deuxième exigence concernait l'extradition de certains, de certains concitoyens maliens qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux, pas les mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malienne, au rang desquels Karim Keita, le fils de l'autre. Donc, moi je pense que c'était pas aussi compliqué que ça. Comme
exigeant. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, cette affaire aurait pu se régler autour d'une table. Et très facilement. Tout à l'heure, je veux également indiquer que les autorités maliennes avaient montré des signes de bonne foi en libérant 3 soldats, c'est-à-dire 3 femmes. Mais qu'est-ce que, dans un processus de négociation, c'est comment ça fonctionne? Qu'est-ce que Abidjan a donné en contrepartie la libération de 3 femmes? Rien. Oui, l'arrogance, les pressions, les intimidations de la CEDEAO. Maintenant, ils ont donné, je veux dire, un deadline pour le 1er janvier prochain. Si ces militaires ne sont pas libérés, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc moi, je pense qu'il faut continuer de jeter de l'huile sur le feu. Je pense également qu'il fallait... la CEDEAO, en tout cas, on assure que les sanctions contre le Mali seront durcies. Est-ce que le Mali est encore dans cette affaire-là? Je peux vous le dire, le Mali n'est plus dans leur affaire. Le Mali est sorti du G5 Sahel, n'est-ce pas? Mais maintenant que le Mali est sorti du G5 Sahel, justement cette affaire-là qui a été mise en place par Macron, ça se porte bien? Ça ne se porte pas du tout bien. Ils sont en train de faire la cour au Mali de rejoindre le G5. Parce que le Mali n'est plus dans cette affaire. Le Mali est en train de sortir de la CEDEAO pour entrer dans une autre communauté. Parce que la CEDEAO n'a jamais résolu aucun problème au niveau de l'espace communautaire. Tout à l'heure, Claver invoqué 2 éléments historiques. C'est-à-dire, nous sommes dans la crise ivoirienne en 2011. Quelle a été l'attitude de la communauté autour de la déportation de la déportation de Laurent Gbagbo? Quelle était l'attitude, n'est-ce pas, la position de la CEDEAO en 2001-2002 lorsque l'aviation française a tué les civils ivoiriens à Abidjan? Quelle est l'attitude de la CEDEAO? Il faut qu'on soit sérieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut... Quelle a été l'attitude de la CEDEAO lorsque certains États comme la Côte d'Ivoire servent de base arrière, sont quelquefois de base arrière ou bien de tête de pont de la déstabilisation de Paris ou de certains États européens dans la zone? Ce sont les choses, je vous dis que ces affaires-là, il faut les dissoudre. Dès lors que je parle des organisations sous-régionales, il faut les dissoudre. Ça ne sert à rien. Tant que c'est contrôlé de l'extérieur par les mondialistes de Paris, de Royaume-Uni ou bien de Grande-Bretagne ou alors de Washington, il faut dissoudre ces affaires-là. Je termine je termine en disant que vous savez, nous avons un problème avec nos dirigeants. Je le répète, le problème avec nos dirigeants, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils ne respectent pas leurs citoyens. Et c'est ça qui aboutit, qui a conduit à cela. Et aujourd'hui, qui est en position de faiblesse dans le contexte actuel des événements? C'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités ivoiriennes qui sont en position de faiblesse. Alors, Claver Kodo, selon Albert Anatola, ici, si la situation s'est envenimée aujourd'hui jusqu'à ce que les 46 soldats soient dans l'obligation de comparaître devant la barre, c'est parce qu'effectivement la Côte d'Ivoire a adopté une attitude qui n'a pas favorisé une issue par les voies diplomatiques de ce problème. Alors, que dire effectivement de cette position de la Côte d'Ivoire qui, déjà dès le début, avait effectivement suscité de la suspicion, puisqu'il faut le rappeler que lorsque ces soldats ont été arrêtés, Abidjan n'avait pas reconnu, voilà, que c'était des soldats ivoiriens. Mais quelques heures après, il y a eu une autre version, effectivement, où le ministère voilà, de la Défense reconnaissait que c'était des soldats. Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas tout ce flou aussi qui montre aujourd'hui qu'Abidjan même n'a pas adopté une... Vous savez, un crime n'est jamais parfait. Et cette affaire démontre à suffire cette assertion. Lorsque Abidjan met en place le projet de déstabilisation du Mali, Abidjan ne s'attend pas nullement à l'échec. Donc Abidjan n'a pas préparé, ne s'est pas préparé à l'échec. Ils n'ont pas préparé de riposte, puisque l'avion qui transporte, pour justifier la présence. Selon vous, rien n'avait été préparé dans ce sens-là pour justifier la présence de ces soldats au cas où ils seraient arrêtés. Ils n'ont pas le problème, c'est qu'ils n'ont pas préparé, ils ne s'attendaient pas à un échec de l'opération. C'est ce qui explique, selon vous, cette double version, ces deux versions qu'on a eues en espace de quelques heures. Oui, justement parce que le temps de réfléchir, puisqu'ils étaient face à la vérité, le temps de réfléchir, ils sont d'abord enfermés dans un mensonge. Et ils sont dans le mensonge depuis lors.
Parce que qu'est-ce qui fait tomber leur opération? Je vais vous rappeler que aujourd'hui, il y a un pays comme la Russie qui participe au renseignement, qui apporte son soutien au renseignement malien. Et les Français, dans leur enthousiasme, avec leur complice, leur vassal Ouattara, n'ont pas tenu compte, parce qu'ils sont arrogants, n'ont pas tenu compte de cet élément qui est extrêmement important. Parce que même la République centrafricaine, il faut faire très attention. Il y a un renseignement qui est, leur renseignement est soutenu par des experts russes. Donc ce n'est plus l'histoire, ou même l'avion qui a attaqué la base des FACA et des alliés et de Wagner à Bossangwa. Les Russes ont déjà tous les éléments. Ils connaissent l'immatriculation d'où est parti l'avion avant de venir attaquer. Ils ont déjà tout ça. Vous comprenez? Donc, comme pour revenir sur la stratégie qui nous concerne ce matin, Abidjan n'avait pas prévu un échec et lorsque prévu l'arrestation de ces soldats, puisque tout a été fait de manière tout a été monté dans le faux. L'avion même qui transporte ces soldats n'est pas un avion civil, c'est un avion d'une compagnie. Donc il pouvait atterrir n'importe où et c'était un avion militaire qui pouvait atterrir n'importe où. Je crois que la compagnie c'est SAS, quelque chose comme ça, un avion dans lequel d'ailleurs Macky Sall a des intérêts, aurait des actions. Il pouvait donc, au lieu d'atterrir même à Bamako, il pouvait aller atterrir même dans une forêt. Vous comprenez? Ce qui signifie que dans leur plan, ils étaient sûrs que c'était un plan idéal. Mais malheureusement, le plan a été tout tourné au vinaigre à l'atterrissage à Bamako. Et c'est à partir de là qu'ils recherchent donc maintenant comment faire pour retourner la situation en leur faveur. Ce n'est pas aussi, est-ce qu'effectivement ce tâtonnement, puisqu'il faut le dire, Abidjan a tâtonné dans les versions, est-ce qu'effectivement ce tâtonnement n'est pas dû au fait qu'une fois que les autorités maliennes aient eu vent de la présence injustifiée de ces soldats, qu'ils aient mis les autorités maliennes qu'ils aient communiqué de manière officielle? Est-ce qu'effectivement c'est pas parce que l'affaire s'est retrouvée au-dessus de tout le monde qu'effectivement Abidjan... Les autorités maliennes ont préparé un comité d'accueil. Rappelez-vous les circonstances de l'arrestation de ces gens. Les autorités maliennes étaient au courant de leur arrivée et ont préparé un comité d'accueil, donc ils sont tombés dans le filet. Puisque les armes, au grand moment on les arrête, les armes sont dans les soutes de l'avion. Ils ne sont pas descendus avec les armes. Et les armes allaient rester là, sur le tarmac pendant des jours, dans un avion ou sur le tarmac comme ça, et à tout moment ils pouvaient venir récupérer leurs armes et en faire ce qu'ils voulaient. Je vous rappelle toujours que quelques jours après, il y a eu une tentative d'assassinat, de prise d'assaut du camp de la résidence du colonel Assimi Goïta. Donc il y a quelque chose qui était bien monté, bien ficelé, mais ça a simplement mal tourné. Et les autorités ivoiriennes n'ont donc pas prévu le cas où ça tournerait mal. Parce qu'ils étaient sûrs qu'avec le soutien de leurs alliés français et tout le reste, tout allait très bien se passer. Malheureusement, aujourd'hui, il est difficile, au regard de tous les balbutiements, de tous les mensonges qu'ils ont débités, et même de l'arrogance dont ils ont fait preuve, il est difficile de rattraper. Même la CEDEAO n'y pourra rien. La CEDEAO n'y pourra rien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont prévu toutes ces éventualités. La CEDEAO n'y pourrait rien. Si la CEDEAO tente d'attaquer le Mali, c'est les Maliens et même les civils maliens qui vont sortir avec les maquettes pour combattre les forces de la CEDEAO. Vous comprenez? Donc, c'est trop tard. Tous ces mercenaires seront jugés et condamnés. Et puis, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser la justice faire son travail. On ne doit pas faire mettre la pression sur l'exécutif pour atteindre l'impunité. Et je pense aussi que l'attitude du gouvernement malien est justifiée par le fait qu'ils veulent envoyer un signal fort. Oui, selon vous? Oui, ils veulent envoyer un signal fort à tous ces gens-là qui pensent que l'Afrique est devenue une terre où chacun vient jouer comme il veut. Et donc, il n'y a rien à attendre. Le procès est ouvert, ils seront jugés et condamnés. Puisque parmi eux, il y en a qui ne parlent aucune langue.
Vous insistez d'ailleurs sur aucune langue ivoirienne. Pour prouver le fait. Et il est établi qu'il y a 18 mercenaires, 18 légionnaires, 18 mercenaires qui viennent de la Légion française, parmi les 46. Okay, le Mali a quand même fait preuve d'humanisme en libérant les 3 femmes. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a offert en contrepartie jusqu'à aujourd'hui? Rien que l'arrogance, rien que des menaces. S'allier même avec la CEDEAO pour que la CEDEAO mette la pression. Alors, il faut bien que la vérité finisse par éclater. Et nous, on a besoin de cette vérité pour savoir exactement quels sont, pour ajouter cela parmi les coups fumants, les coups foireux de la France vis-à-vis de l'Afrique. Alors, Bamako qui insiste donc, Mordicus, à juger les 46 soldats ivoiriens, Albert Natola ici. On n'a pas l'impression là que les autorités de la transition malienne sont seules contre tous. On rappelle que la CEDEAO, à l'unanimité, voilà, a brandi des sanctions, demandant à ce qu'effectivement les soldats soient libérés selon le vœu, le désir de la Côte d'Ivoire. Du côté de l'ONU également, l'on a pris position pour la Côte d'Ivoire. Et comment comprendre effectivement que le Mali se retrouve seul face à cette question qui est quand même une affaire, une affaire de sûreté de l'État? Au début de mon propos, je vous ai fait comprendre, je vous ai situé le contexte du déroulement des événements. Parmi ces types de contextes que j'ai convoqués, je vous ai dit que ces événements se déroulent dans le contexte de refondation et de sécurisation du Mali. Je voudrais insister sur le mot refondation. Lorsqu'on parle de refondation, ça veut dire révolution. Est-ce que c'est n'importe quel dirigeant qui s'engage dans une dynamique ou bien dans un processus de révolution? La plupart des gens qui gouvernent autour du Mali, ce sont des France-Africains. Est-ce que le Mali est isolé? Je ne pense pas. Non, mais puisqu'on parle, le Mali soutient que c'est une affaire, bref, l'attitude des autorités maliennes montre que voilà, c'est une affaire de souveraineté qui est à défendre. Alors comment comprendre effectivement qu'il n'y ait pas de soutien quand même de d'autres nations, d'organisations? Dans le cadre de cette affaire-là, le Mali, il s'agit d'un problème interne qui concerne la sécurité intérieure et extérieure du Mali. Donc le Mali n'a pas besoin d'avoir le soutien d'Abidjan, de Dakar, ou bien du Niger, de Niamey. Ils ont, les autorités maliennes ont pris leurs responsabilités. C'est ce qu'on demande à nos dirigeants. Prendre sa responsabilité lorsque c'est nécessaire. Ils ont pris leurs responsabilités contre vents et marées. Et ça, vous l'avez l'a dit, il s'agit d'envoyer un signal fort. Je vous ai fait comprendre qu'ils sont en train de sortir, même défense, c'est pas bientôt. Le Mali n'est plus au G5. Le Mali est en train de sortir de l'espace communautaire CEDEAO, ça je vous le dis. Donc ça veut dire que le Mali n'est plus dans leur affaire. Le Mali est en train de s'engager dans une autre couloir communautaire. Comme je le dis, il est important d'envoyer justement ce signal fort. Mais ce qui pouvait arriver au Mali, à savoir cette déstabilisation, s'il fallait qu'on s'en tienne effectivement à la version des autorités maliennes jusqu'à aujourd'hui, ce qui pouvait arriver au Mali pouvait également arriver au Niger, pouvait arriver également au Togo. Alors, le problème du Mali, il faut que je vous le dise, le problème du Mali c'est quoi? Le problème du Mali c'est que c'est un mauvais élève. Pour Ouattara, pour Bazoum, pour Macky Sall et tous ces lampistes qui sont autour. Alors selon vous, c'est la dynamique dans laquelle la classe dirigeante est engagée qui fait problème. Ça déplaît aux pantins qui sont dans les États d'à côté. C'est-à-dire qui travaillent pour les intérêts des mondialistes qui sont à Paris ou ailleurs, de ce côté-là. Donc, malheureusement, pour eux, les autorités maliennes ont choisi, se sont donné un autre modèle politique et démocratique. C'est ça leur problème. Raison pour laquelle ils sont contre, tout le monde est contre les autorités maliennes. Mais sauf que les autorités maliennes ne sont pas seules. Lorsque vous avez le peuple derrière vous, ça devient plus compliqué. C'est parce qu'ils ont les sanctions contre le Mali. C'était quoi? C'était quoi le dessein caché? Le dessein caché des sanctions contre le Mali, c'était d'envoyer dans la rue, n'est-ce pas, les Maliens? Et ça devait aboutir justement à la déchéance justement des autorités maliennes. Le peuple au point de... Oui, c'est le soulèvement des peuples. Et qui devait avoir pour conséquence la déchéance des autorités maliennes. Malheureusement pour eux, manque de peau. Le peuple est focus
derrière leurs dirigeants. Et je pense que tous les Africains qui sont encore normaux, qui aspirent à la liberté, doivent soutenir les autorités maliennes comme doivent soutenir les autorités centrafricaines dans cette dynamique de révolution. Comme je l'ai dit, revenons donc dans le contexte de la thématique que vous avez mis en débat ce matin. Je pense que nous avons un problème. Et ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème, c'est que dans une dynamique de leadership, vous avez des traîtres. Et c'est ça que nous voyons avec cette affaire-là. C'est-à-dire que vous avez un dirigeant d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a choisi, qui a fait le choix de vendre son pays, parce que la Côte d'Ivoire est vendue, et qui a fait le choix de travailler, non pas pour les intérêts de son peuple, du peuple qui vous a élu, mais pour travailler pour les peuples des multinationales étrangères, pour travailler pour les intérêts des mondialistes étrangers, de Paris, de Washington et des autres. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'un pays sert de base arrière, au but de tête de pont, pour déstabiliser les pays qui sont alentours, il y a un problème. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires sur ce continent pour qu'on mette dehors n'est-ce pas, les pantins comme celui que nous convoquons. Il y a un problème. C'est-à-dire, la CEDEAO, lorsqu'on parle de la CEDEAO, c'est quoi la CEDEAO? Qui finance la CEDEAO? Mais c'est Paris qui finance la CEDEAO. C'est pour cela que Macron, pour se permettre de dire qu'il veut des injonctions, en a Akufo-Addo pour renforcer les sanctions contre le Mali. Contre le Mali. Alors aujourd'hui, les autorités maliennes donc, qui insistent à juger à tout prix les soldats ivoiriens. Que risque le Mali, Albert Clavin-Kodo, dans cette démarche, puisque le procès a bel et bien commencé et à la manière dont les choses ont déclenché, plus rien ne peut arrêter les autorités maliennes dans la quête de la vérité dans cette affaire. Alors que risque le Mali en s'entêtant à juger en jugeant ces mercenaires? Le Mali est en train de, comme le rappelait Albert Anatole, le Mali est dans une dynamique de refondation de sa souveraineté, de sa liberté et de son leadership. Je pense que le sacrifice en vaut la peine. Et le Mali, les autorités maliennes sont soutenues par tout le peuple malien. Et à ce titre, les autorités maliennes sont en droit et suffisamment bien préparées pour affronter toute menace extérieure qui pourrait remettre en question les acquis depuis leur accession au pouvoir. Et quand je l'ai dit, c'est pour rappeler à ceux-là qui ont cette intention, les intentions de remettre en question les acquis du peuple malien, que ce ne sera pas, ils n'auront pas en face d'eux une demi-douzaine de personnes. Ils auront en face de tout le peuple malien et tout le continent. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est devenu le porte-étendard du combat en faveur de la souveraineté des peuples africains. Et rassurez-vous, la CEDEAO, même la CEDEAO va imploser. Alors selon vous, si certains chefs d'État n'ont pas réagi de manière officielle, les Africains, eux, sont allés attentivement effectivement ce qui se passe du côté du Mali. Effectivement. Vous savez, il y a une volonté réelle des peuples africains à s'affranchir du néo-colonialisme ou alors du néo-esclavagisme que nous subissons depuis plus d'un siècle, et même depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, les autorités doivent tenir compte de cet aspect et cela est visible, cela se manifeste en fonction des pays. Il y a des pays où la révolution est assez avancée et des pays où elle est étouffée. Quand vous prenez le cas d'un pays comme le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, simplement parce que le peuple est étouffé. Mais ce n'est pas pour autant que le peuple n'aura pas un jour son mot à dire. Maintenant, face aux agressions dont le Mali fait face actuellement, ou alors depuis l'accession au pouvoir du régime actuel, et au regard de la cohésion qui règne
au sein du peuple malien, je crois qu'il serait très très risqué pour qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, même la CEDEAO, de s'aventurer à remettre en question les acquis du peuple malien aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis quelques mois, le Mali produit son or et ça rapporte beaucoup d'argent. Et la France a été mise à la porte. Alors, Claver Nkodo, vous avez dit qu'une chose est sûre, ces soldats seront jugés. Ils seront jugés et condamnés par la justice malienne. Depuis le début. Alors, que dire donc de l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali si effectivement ces soldats venaient à être condamnés? C'est le Mali qui a agressé, c'est la Côte d'Ivoire qui agresse le Mali, hein, et qui sous-traite une agression internationale, une agression terroriste contre le Mali. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on évolue effectivement vers une rupture de relations entre ces deux États qui sont dans des États voisins? Lorsqu'un État devient une menace, je vous rappelle toujours dans le cadre de nos programmes que nous devons apprendre. Nous avons le devoir et même l'obligation d'apprendre désormais à considérer nos vis-à-vis comme étant soit des opportunités, soit des menaces. Et si c'est une opportunité, que ton vis-à-vis soit traité comme étant une opportunité. S'il devient une menace, qu'il soit traité comme une menace. Parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal du tout d'être sûr que d'avoir identifié une menace et de continuer à faire avec. Ou alors d'avoir identifié une opportunité et de ne pas en profiter. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est des choses qui vont suivre. Mais pour le moment, l'urgence, c'est le procès en cours. Pour que l'on connaisse la vérité. Le Mali a concédé au régime de Ouattara une facilité, c'est le procès à huis clos. Mais ce n'est pas pour autant que ce procès ne sera pas rendu public un jour. Parce que ça se passe à huis clos, mais c'est qu'il est sûr qu'il y a des enregistrements. Vous comprenez? Oui. Donc actuellement, c'est le Mali qui tient la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aurait dû faire, depuis le début d'ailleurs, la Côte d'Ivoire aurait donc dû faire profil bas. Depuis le début. Mais la Côte d'Ivoire a fait preuve d'arrogance au point de menacer même le Mali. Il y a même des Ivoiriens qui ont failli franchir le Rubicon en agressant les Maliens en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce qu'ils sont instrumentalisés par le régime de Ouattara. Et parce que Ouattara était sûr qu'avec le soutien de la France, il pouvait mener ce type d'opération sans que quoi que ce soit lui arrive. Mais aujourd'hui, Ouattara a le dos au mur. Et puis il y a une échéance politique majeure qui est annoncée. Donc Ouattara a intérêt à trouver une solution. Même cette volonté qu'il manifeste aujourd'hui de négocier avec le Mali, c'est parce qu'il a le dos au mur. Et personne ne peut l'assister parce que là, les autorités maliennes sont conscientes de tout ça. Et elles savent qu'elles tiennent le bon bout. Et elles vont juger et condamner parce que la justice malienne est en train de faire son boulot. Elle va faire son boulot et rendre le verdict. Que ce soit avant ou après le 1er janvier, peu importe. De toutes les façons, la CEDEAO n'attaquera jamais militairement le Mali. Pour une histoire pareille, c'est pas possible parce que sinon la CEDEAO va imploser. En tout cas, vous êtes d'accord Claver Nkodo que le combat mené aujourd'hui par Assimi Goïta et son gouvernement est un combat qui est suivi en Afrique par les masses africaines. Bien sûr. Et que si effectivement la situation venait à dégénérer, que la communauté internationale sache que voilà, il est fort possible que les voix se lèvent à travers le continent. Bien entendu. Pour soutenir le Mali. Alors cela nous renvoie quand même à une actualité. Il y a cela quelques mois où on sait que du côté de l'Afrique du Sud, Julius Malema, qui est ce dissident de l'ANC, et effectivement s'était prononcé contre cette révolution menée par Assimi Goïta en demandant à des nations comme la France de libérer le Mali. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui effectivement à Bernatola ici que ce qui se passe au Mali n'intéresse plus seulement les pays africains, mais également les pays anglophones ou encore d'autres pays africains, pas forcément les anciennes colonies françaises? Je voudrais ajouter de l'eau dans le... Pour revenir à votre question, ajouter de l'eau dans le vin de Claver. Le Mali, les autorités maliennes ont fait beaucoup de concessions à Abidjan, dans le contexte d'abord des sanctions contre le Mali. Les autorités maliennes ont envoyé des cargaisons de caprins et de bovins en Côte d'Ivoire. Plus de 5000. Dans le contexte de la crise née des mercenaires ivoiriens au Mali, les autorités maliennes
ont libéré 3 soldats. Bon, qu'est-ce que, dans le contexte des 2 événements majeurs que je viens d'évoquer, qu'est-ce que les autorités ivoiriennes ont donné en retour? La question demeure rien, en dehors de l'arrogance. Pour revenir à votre question, la lutte que nous portons, je ne suis pas des panafricanistes, ça ne concerne pas que les Africains. Ça concerne d'abord le peuple noir parce que c'est d'abord nous, parce que nous sommes les premiers. Je parle du peuple noir, je ne pas des Noirs. Le peuple noir, c'est-à-dire des Caraïbes. Ce n'est pas des Noirs. Les Locodem sont venus après, sont venus hier. C'est nous les aînés. Donc la lutte que nous menons, ça concerne d'abord le peuple noir, tous les peuples noirs de la terre, et ensuite les peuples locodermes, chez les locodermes, qui sont également assujettis, à l'oppression. Parce que vous avez, lorsqu'on parle quelquefois, c'est vrai que vous avez, par exemple comme en France, aux États-Unis, des citoyens qui vivent de l'appauvrissement de l'Afrique, du continent africain. Mais vous avez une oligarchie dirigeante là qui pille même et qui méprise leurs propres concitoyens. C'est un fait. Je n'aime pas trop les termes francophones et anglophones. Je n'aime pas trop ça, bien lusophone, arabophone, je n'aime pas trop. Lorsque nous sommes dans la dynamique de combat. Parce que l'oppression que vous et moi pouvons vivre dans le contexte de la zone francophone, c'est-à-dire de Paris, c'est la même oppression que nos frères vivent de l'autre côté dans l'espace, si vous voulez, anglophone. Mais sachez qu'au départ, l'Afrique n'avait pas de clivage francophone, anglophone, lusophone, ce que vous voulez. La lutte que nous menons concerne tout le monde. Hier, je crois vous vous rappelez, nous avons débattu d'un thème ici qui portait sur le retour ou bien le renforcement de du système d'apartheid du système d'apartheid ou bien du racisme en Afrique du Sud. C'est une réalité. Oui. Donc je pense que nous sommes donc tous concernés et qui sont victimes des pratiques xénophobes, racistes ou bien racialistes, ce sont des Noirs. Donc je crois qu'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel pays européen, s'il y a un délit qui est commis par quelqu'un qui est à côté de vous, qui est peut-être le Codem, la première personne qu'on va interpeller, c'est vous parce que vous êtes noir. Ouais. Mais ce ne serait jamais le Codem qui est à côté de vous. Nous avons des images qui circulent, c'est-à-dire que vous avez... pourquoi? Parce que dans leur mentalité, dans leur cerveau, pour eux, le noir, c'est un voleur, le noir, c'est un dealer, le noir, c'est un brigand, le noir, c'est un sous-homme. D'après la dialectique du colon et du colonisé. C'est qu'ils ont mis dans sa tête, quoi. D'après la dialectique de la hiérarchisation des races. Il faut faire très attention. Donc je pense qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, sur vos plateaux, naturellement, il n'y a pas beaucoup d'intervenants en langue anglaise. Je préfère ce terme. Pour que justement, très souvent, le message que nous portons en langue française soit également très suivi par nos compatriotes africains d'expression anglaise. C'est important. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque Julius Malema prend sur lui lui et ses partisans de débarquer à l'ambassade de France en Afrique du Sud, c'est un signal fort. Et vous avez vu l'attitude de cet ambassadeur? Il n'a pas été condescendant. Il n'a pas été arrogant. Il a eu une attitude différente de celle qu'ils ont l'habitude d'adopter dans leurs enclos coloniaux. Tout à fait. Donc ça veut donc dire que il nous appartient à nous de travailler pour que nous soyons respectés. Et lorsque vous avez des hommes comme Bazoum, Macky Sall, Ouattara et les autres qui se comportent comme de bons larbins, des pantins, il n'y a aucun respect possible. Donc il nous appartient à nous d'imposer ce respect. D'abord au travers de notre attitude, au travers l'histoire, la conscientisation, parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas leur histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous demandez à un locodème français, anglais, américain, s'ils connaissent l'histoire de son pays, ils ne connaissent pas leur histoire. Il nous appartient donc de leur enseigner leur propre histoire. Ouais. Parce que s'ils ne connaissent pas leur propre histoire, ils ne peuvent pas connaître la nôtre.
c'est notre devoir, c'est notre mission de leur enseigner leur propre histoire, parce qu'ils ont la prétention de connaître notre histoire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont dévoyée, qu'ils ont falsifiée. Il appartient donc à nous, il nous appartient à nous de réécrire notre histoire, pas l'histoire écrite par eux, parce que ce n'est pas le chasseur qui doit écrire l'histoire de la chasse, c'est plutôt la proie qui doit, de mon point de vue, écrire l'histoire de la chasse. Parce que quand c'est le chasseur qui écrit l'histoire de la chasse, Dans son intérêt. non seulement c'est dans son intérêt, il dévoie cette histoire. Alors, merci une fois de plus pour cette analyse. Alors, selon vous, effectivement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud est un signal fort. Claver Nkodo, aujourd'hui, ces soldats sont jugés. Et une chose est sûre, la vérité, puisque donc, vous évoquez dès le début de ce programme, voilà, qu'il s'agira de révélations fortes qui concernent la sûreté de l'État. Alors, il y a des risques, malgré que le procès soit à huis clos, qu'il y ait des révélations, effectivement, qui filtrent, ou encore qui soient divulguées par les autorités de la transition malienne de manière officielle. Oui, permettez-moi avant de revenir à votre question, je voudrais déjà vous renvoyer des salutations à l'un de nos fidèles téléspectateurs depuis l'Allemagne. Il s'appelle Monsieur Lomo Jean Gassien Junior. Il vit à West-Baden en Allemagne et il nous envoie à tous sur le plateau ses sincères encouragements et nous présente ses vœux les meilleurs et souhaite que cette émission devienne une véritable émission culte, parce que c'est cette émission qui les garde en contact avec le Cameroun, avec l'actualité du continent et avec surtout nos analyses qu'ils apprécient beaucoup. Oui, bon, mon cher, le message est passé. Merci à tous ces téléspectateurs qui apprécient ce que nous faisons. Nous essayons toujours de donner le meilleur de nous pour faire passer des bons moments à notre compagnie. Voilà, pour revenir sur la question. Sur les révélations. Sur les révélations. Qui peuvent être faites pendant ce procès. Sur les révélations qui seront faites, qui sont même déjà faites, parce qu'il y a eu une enquête préliminaire au niveau du juge. Le juge va simplement confirmer les enquêtes. Donc, c'est un scandale. Cette affaire est un scandale. Moi, j'ai eu des informations venant de ce côté-là, du côté du Mali, qui rappellent que c'est une véritable tentative, c'est un acte terroriste qui a été préparé par la France. Les armes même que ces gens portaient, c'est des armes extrêmement performantes. Ces armes sont devenues la propriété. L'armée malienne a déjà saisi ces armes. Elle a saisi ses armes parce qu'il y a des équipements de pointe. Pièces à conviction. Oui, c'est non seulement des pièces à conviction, mais l'armée, après le procès, l'armée va se servir de ses armes, va doter ses forces spéciales de ces armes. C'est des armes extrêmement performantes. Vous comprenez, c'est des équipements de fabrication française, des équipements de communication, parce qu'ils avaient même des équipements de communication autonomes. Ils avaient le plan de l'aéroport. Oui, et le plan de l'aéroport, ils avaient tout. Donc, au-delà des armes saisies, j'essaie de vous répéter qu'il y a 18 légionnaires des forces françaises qui font partie des 46. La France se sert de Ouattara pour que Ouattara s'agite. La France ne fera jamais une déclaration officielle, parce que si jamais elle fait une déclaration officielle, ce sera un aveu par rapport à son implication dans cette histoire. C'est pour ça que Ouattara s'agite. Et c'est la France qui conseille à Ouattara de baisser un peu, de faire preuve de retenue en engageant des médiations. Une médiation. Or, les autorités maliennes tiennent, comme je le disais tantôt, maîtrisent le dossier. Et c'est à Ouattara de ramper même. Et sans même que son petit frère s'est mis à genoux. Son fils ou son petit frère. Son fils ou son petit frère. Son frère, le ministre de la Défense, c'est son fils. Il a dû supplier les autorités maliennes pour que le procès ne soit pas public. Parce que le procès était public. Nous tous nous serons au courant en temps et en heure. Je pense même que les autorités maliennes auraient dû installer les haut-parleurs pour que l'on suive. Donc ils ont supplié que pardon. L'autre là, si vous laissez ça, faites-le huis clos. D'accord, jugez-les, mais à huis clos. Donc les autorités maliennes ont tous les éléments. Et les autorités maliennes sont déterminées
avoir à tenir jusqu'au bout. Elles sont donc aujourd'hui en position de force, comme le disait Albert Natola ici. Depuis le début, les autorités maliennes sont en position de force. Mais les autorités maliennes ont même fait preuve de... Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Ouais. Elles ont demandé au début que Ouattara leur demande simplement pardon et puis on laisse tomber. Dès que Ouattara a entendu que l'on demandait pardon pour lui, c'est un péché, il a monté ses grands chevaux pour faire du chantage, et maintenant il a associé la CEDEAO. Même la CEDEAO n'y peut rien. Même la France n'y peut rien au stade actuel. Actuellement, personne n'y peut rien. Le procès va seulement se poursuivre et ils seront condamnés. C'est après la condamnation que peut-être le président Assimi Goïta pourra leur faire bénéficier d'une grâce présidentielle pour montrer sa magnanimité et son humanisme. Mais ils seront condamnés. Il n'y a rien à faire. Alors merci donc, Fidèle Téléspectateur, on vous rappelle que nous suivez votre matinale informative For You Matin, et en ce moment c'est le moment des échanges, et la thématique qui nous intéresse eh bien est ce procès des 46 soldats ivoiriens dont le jugement a commencé hier à la cour d'assises de Bamako. Pour rappel, ils étaient 49 au début et qui avaient été arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Selon donc les autorités maliennes, eh bien, ils ont été inculpés, voilà, de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Les autorités de la transition malienne, ils ont d'ailleurs qualifié de mercenaires, une version que ne soutient pas Abidjan qui précise, assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali, en abrégé la MINUSMA. Alors, aujourd'hui, donc, ces soldats sont face à la justice malienne. Albert Natola ici, comment qualifiez-vous l'attitude du gouvernement de la transition malienne? Cette affaire aurait pu passer sous silence. Comment qualifiez-vous déjà leur attitude, faite déjà dès l'arrestation de ces soldats, d'avoir mis sur pied un communiqué qui, de manière officielle, faisait état effectivement de l'arrestation de soldats ivoiriens arrivés en terre malienne, avec effectivement tout cet arsenal que vous aviez décrit, et c'est de manière officieuse? Écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt dans le contexte. Vous êtes sur la menace, sur diverses menaces, vous êtes confronté à diverses menaces. Vous subissez des sanctions économiques, vous avez Paris qui veut votre peau, parce que vous avez pris la liberté de choisir un modèle politique, parce que vous avez expulsé son ambassadeur, parce que vous avez demandé que ces soldats quittent votre territoire. Mais ça fait beaucoup d'événements qui devraient, pour un dirigeant, je veux dire, lucide et responsable, prendre des mesures qui s'imposent et de manière appropriée pour sécuriser son territoire. Et c'est ce à quoi les autorités maliennes se sont employées. Mais on sait que les affaires de défense sont souvent gérées dans le strict secret. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'on appelle l'armée la grande muette. Alors comment comprendre effectivement que dès l'arrestation de ces soldats, effectivement quelques heures après que les autorités maliennes aient rendu public un communiqué qui faisait effectivement état de leur arrestation, de ce qu'ils possédaient,